C'est sûr qu'avec l'émission qui va être mon associé, je suis devenue plus visible en tant qu'investisseuse, donc j'ai énormément de dossiers, beaucoup de demandes. Quand tu investis dans une entreprise, du coup après vous revoyez tous les dossiers, vous rencontrez directement l'entrepreneur. Tu veux dire après l'émission ? Oui, après l'émission. Du diligence juridique, comptable notamment, pour s'assurer que tout ce qui a été dit en plateau est vrai. Il y a des mauvaises surprises des fois ? Il y a des mauvaises surprises. Ah ok, il y en a eu, ok. Les 25-39 ans, c'était l'émission la plus regardée en France. Exactement, ça te dit quelque chose de très intéressant sur les Français. C'est justement leur intérêt pour les projets, pour l'innovation, pour l'entrepreneuriat. J'ai la chance d'avoir investi dans des milliers d'entreprises. Alors oui, elles sont cotées en bourse, mais du coup, j'ai quand même étudié des milliers de stratégies. En 2015, j'ai créé le premier fonds dédié à l'intelligence artificielle et à la robotique. Et là, il y a une inflation réglementaire qui est inouïe. On passe un temps fou et on alloue des budgets colossaux en fait pour respecter la réglementation. C'est devenu presque une industrie administrée. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Finance 360. Je suis ravi aujourd'hui de vous accueillir en compagnie de Alice. Bienvenue. Merci, bonjour. Bah écoute, merci à toi d'être venue. Je suis vraiment ravi de t'accueillir. Alors Alice, j'ai une petite préparation donc de ton parcours pour résumer rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas encore, puisque cette année tu es passé dans l'émission Qui veut m'associer sur M6. Donc du coup forcément il y a beaucoup de personnes qui ont sûrement pu te découvrir sur cette émission. Donc Alice, tu as un parcours dans la finance initialement. Tu as travaillé notamment à l'autorité des marchés financiers AMF. Ensuite tu as fondé un fonds d'investissement. Donc tu étais notamment la plus jeune femme d'Europe à fonder un fonds d'investissement à cette époque-là, ou du moins à avoir l'agrément de fonds sous gestion. Tu gères aujourd'hui environ 250 millions d'euros sous gestion. Et aujourd'hui, tu es plutôt entrepreneuse, investisseuse, tu démocratises les sujets de l'investissement, tu t'adresses aussi aux particuliers, on pourra y revenir. Est-ce que pour commencer, tu pourrais nous expliquer un peu qu'est-ce qui t'a mené vers ce parcours de la finance au tout début ? En fait, moi, j'ai toujours rêvé de créer une entreprise. Je savais que j'allais prendre mon destin en main et qu'un jour, j'allais créer une entreprise, un projet que j'allais développer moi-même. Et puis, quand j'étais jeune, pour plein de raisons, je me suis retrouvée en internat. J'ai détesté l'internat. Néanmoins, j'ai eu une chance, c'est que j'ai rencontré une professeure d'économie vraiment extraordinaire et qui m'a pris sous son aile. C'est-à-dire que moi, je m'ennuyais beaucoup le soir à l'internat, donc elle me donnait des cours supplémentaires. Et elle m'a apporté en fait cette vision du monde à travers le prisme économique. Je me suis passionnée pour Keynes, pour Smith, enfin en tout cas pour tous les grands penseurs économiques, de l'économie. Et petit à petit, en fait, je me suis dit, c'est ça que j'ai envie de faire, c'est ça qui m'intéresse, et ça a un peu changé ma vision du monde. Donc ensuite, j'ai fait une école de commerce, en tout cas une prépa HEC, puis une école de commerce. Et au sein de l'école de commerce, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de club d'investissement dans l'école. Donc j'ai dit, je vais créer un club d'investissement. Donc déjà, l'âme est quand même un peu entrepreneur. Exactement, donc j'ai réuni 20 étudiants, on a tous mis un peu d'argent. Et à l'époque, mon rêve, c'était de m'approcher de la place Vendôme, qui pour moi était vraiment une place sublime parisienne. Et j'ai réussi à négocier un deal avec une grande banque qui avait ses bureaux sur la place Vendôme pour qu'on puisse organiser toutes nos réunions tous les mercredis après-midi entre étudiants. Et c'était très sympathique. Et je me suis dit, un jour, j'aurai mes bureaux place Vendôme. Et ensuite, j'ai travaillé dans différentes... Alors, j'ai travaillé à l'autorité des marchés financiers. Ensuite, j'ai travaillé dans 2 sociétés de gestion donc, qui gèrent des fonds d'investissement. J'étais analyste financier, puis gérante de fonds. Et là, je savais que vraiment, j'avais envie de créer ma société. Alors, tout le monde m'a dit, c'est impossible, tu n'y arriveras jamais. T'es une femme, t'es jeune. Je venais pas du tout d'un écosystème financier. Ma famille est pas du tout dans la finance et pas très parisienne dans le réseau. Donc, assez complexe de créer un business dans ce domaine-là. Ouais, c'est tout ce domaine qui est très fermé. Qui est très fermé. On se rend pas forcément compte, mais c'est extrêmement fermé et c'est plutôt réservé en fait à une caste ou à une classe de gens en particulier, dont je ne faisais pas partie. Donc, mais c'est pas grave, un peu la fleur au fusil, j'ai décidé de démissionner et de créer ma société de gestion. Et c'est là où l'aventure a commencé, puisqu'en fait, évidemment, ça a été beaucoup plus difficile que ce que j'imaginais en amont. Il a fallu, lever des fonds propres, parce que moi, j'avais pas d'argent. Donc, j'ai créé une holding pour laquelle j'ai fait une prime d'émission, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai réussi à vendre une petite partie du capital contre 100% des fonds propres dont j'avais besoin pour lancer la société. Donc, je suis allée voir, un peu comme dans Qui veut être mon associé d'ailleurs, comme les entrepreneurs le font, je suis allée voir un à un des investisseurs, des business angels qui ont accepté, il y en a 12 en fait, qui ont accepté d'entrer au capital de ma holding et de financer le lancement de ma société de gestion. Et donc, de cette holding est née la filiale Trecento Asset Management, la société de gestion, que j'ai fait agréer par l'autorité des marchés financiers. Et ce n'était pas une mince affaire. Et c'est comme ça que j'ai démarré. C'est un parcours impressionnant et c'est fou de se dire comment
des fois, un professeur, une bonne personne qui nous oriente sur la voie, ça peut changer beaucoup de choses, parce que tu disais, c'est le professeur d'économie qui t'a orienté vers ce monde-là. Exactement. Est-ce que sans elle, peut-être tu aurais découvert tout cet univers qui a pris... Sans elle, j'aurais sûrement créé une entreprise, mais sûrement pas dans ce domaine-là. Pas dans ce domaine, parce que c'est pas le domaine qui attire en premier, c'est vrai, en général, quand on veut créer une boîte. Exactement. Mais je trouve que la bourse, en fait, a ceci d'intéressant que c'est le pouls de l'économie que vous voyez au quotidien. C'est-à-dire que ce qui est génial dans mon métier, c'est que tous les matins, on regarde tous ensemble avec mon équipe tout ce qui s'est passé dans le monde, c'est la veille et pendant la nuit, d'un point de vue politique, géopolitique, économique, parfois social. Et on doit prendre ensuite des positions, des décisions et imaginer en fait les comportements de tous les investisseurs du monde entier pour les anticiper de manière à prendre des positions, puisque c'est leur comportement qui va faire monter ou baisser les marchés. Et ça, donc du coup, en fait, ce système de fonds d'investissement, c'est un peu ce qu'avec le club d'investissement dès l'école de commerce, tu avais mis en place, parce que tu m'as dit que vous avez collecté carrément de l'argent pour investir donc, dans un portefeuille commun, ça ? Alors, quand j'étais dans mon école de commerce, en fait, chaque membre du club avait apporté un peu d'argent, et donc on n'avait pas collecté auprès des autres, mais c'était vraiment nous, on avait fait un pot commun dans ce club d'investissement. Et donc ensuite, quand j'ai créé ma société de gestion, il a fallu collecter de l'argent sur des fonds d'investissement. Alors, j'ai créé des fonds thématiques, donc c'est un peu particulier. Aujourd'hui, c'est très à la mode, mais à l'époque, ça n'existait pas du tout. En fait, mon expérience d'analyste financier et de gérante ont fait que je me suis dit deux choses. Premièrement, je ne veux surtout pas rester bloquée sur la France et l'Europe. Pour moi, un fonds doit être international et on doit pouvoir aller sur des zones géographiques qui sont des zones à forte croissance. Donc, États-Unis. États-Unis principalement, je voulais un fonds international, des fonds internationaux. Ensuite, je me disais, quitte à investir sur des actions, autant aller sur des sociétés qui opèrent sur des marchés structurellement en croissance. Grosso modo, autant aller sur des entreprises qui sont sur des thématiques en croissance. Donc, le premier thème que j'ai décidé de développer, c'était le thème de la santé. Pour moi, c'était vraiment la méga tendance absolue. C'est 10% du PIB mondial. À l'intérieur, vous avez des sous-segments qui fonctionnent de manière extrêmement différente et très complémentaire. Et donc, c'était idéal pour lancer un premier fonds thématique, Action internationale santé. Quelques années après, au bout de 2 ans et demi, 3 ans, on a vu dans la santé arriver notamment dans le matériel médical. Donc le matériel médical, c'est les sociétés qui fabriquent les implants, les prothèses, les outils de traitement, de diagnostic, l'imagerie médicale, tout ce qui va être matériel implantatoire en cardiologie, en orthopédie. Bon, on a vu arriver un phénomène incroyable qui était en train de bouleverser le secteur. C'était l'arrivée des nouvelles technologies et notamment la miniaturisation, l'utilisation du big data, la robotisation, les débuts de l'intelligence artificielle. Et donc, avec mon équipe, on s'est dit, mais est-ce que ces bouleversements sont en train aussi d'impacter plusieurs autres secteurs de l'économie ? La réponse était oui. Deuxième question, est-ce qu'il y a assez de sociétés cotées en bourse dans le monde pour créer un fonds dédié à la robotique et l'intelligence artificielle ? C'était limite, mais on a quand même réussi à créer un fonds avec suffisamment de valeur. Et c'est comme ça qu'en 2015, j'ai créé le premier fonds dédié aux marchés actions internationaux, mes fonds français, et dédié à l'intelligence artificielle et à la robotique. Donc, on a lancé ce fonds en 2015. On a été les premiers et on a eu c'était plutôt une bonne idée. Quand on dit ça, on voit direct une grosse expérience des marchés financiers. Comment tu as acquis toute cette expérience ? Est-ce que c'est le fait aussi d'avoir travaillé à l'autorité des marchés financiers, au début à l'AMF, du côté réglementation, qui t'a permis de pouvoir voir comment fonctionnait le marché de l'intérieur ou... Franchement, pas plus que ça. C'est vraiment au fur et à mesure. C'est-à-dire que vous avez votre société de gestion, donc vous faites un morning meeting tous les matins. Donc tous les matins, vous screenez toutes les sociétés cotées en bourse, en tout cas toutes celles qui vous intéressent. Donc vous apprenez beaucoup, en fait. Et comme c'est tous les jours et que j'ai ma société depuis maintenant 14 ans, autant vous dire que j'ai vu pas mal de choses. J'ai vu des exagérations, des corrections. J'ai vu des tas de sociétés dans lesquelles on croyait qui n'ont pas fonctionné, certaines dans lesquelles on croyait qui ont très bien fonctionné, des bonnes, des mauvaises surprises. Donc, on acquiert en fait une espèce de culture générale et puis surtout un réflexe important, c'est que je trouve que quand on est sur le marché depuis longtemps, on sent les vagues. Il y a quelque chose autour des flux, autour des valorisations qui fait qu'il y a un effet d'expérience en fait qui se met en place et on devient meilleur avec le temps.
Et là, en ce moment, c'est quoi un peu le ressenti? Est-ce que c'est une vague à la hausse ou plutôt... Alors, c'est pas évident, j'ai pas de boule de cristal. Ce serait trop facile d'avoir la réponse. La question à 1 million. Mais en tout cas, il y a des signaux très favorables que sont la baisse des taux d'intérêt, notamment aux États-Unis. Okay. Vous avez une relation inversement proportionnelle entre les marchés financiers, en tout cas les actions, et les taux d'intérêt. Pour faire simple, quand les taux montent, la bourse baisse. Quand les taux baissent, la bourse monte. Et là, on entre dans une période de baisse des taux. Donc, normalement, c'est bon pour la bourse. Et en particulier, normalement, pour le secteur de la tech, pour plein de raisons. Bon, ça, c'est le premier point positif. Deuxième point positif, vous avez Donald Trump, qui dirige les États-Unis, qui dit America First. Donc, en fait, il est dans une dynamique où il va réduire assez fortement l'impôt sur les sociétés. Donc, ça devrait augmenter les investissements sur le territoire américain des sociétés elles-mêmes, puisqu'elles vont avoir plus d'argent pour investir. Donc ça fait vraiment 2 points qui sont très favorables à la hausse des marchés actions. Après, le point un petit peu plus négatif, c'est que ça fait 2 ans que la tech américaine monte et qu'on a déjà un peu anticipé la baisse des taux. Alors, peut-être pas l'arrivée de Donald Trump, mais donc un peu difficile sur la tech de vous donner un point de vue marqué. Moi, je suis toujours acheteuse nette sur la tech. Enfin, on continue à en acheter pas mal. La tech US et un petit peu asiatique, japonaise, Corée du Sud. Sur la santé, par contre, pour moi, le point d'entrée est magnifique. C'est-à-dire qu'on est dans le tiers le plus bas de la valorisation, c'est-à-dire du prix du secteur de la santé, pour tout un tas de raisons que je développerai avec ce que ça peut intéresser. Et c'est un secteur qui continue à être fortement en croissance et qui peut faire office de refuge si jamais il y a des chocs géopolitiques importants. Donc aujourd'hui, je suis très bullish, donc très, très acheteuse sur la santé. Et sur le reste, on va dire, il faut en avoir un peu. Je pense que c'est pas mal. Tu as mentionné un point intéressant d'ailleurs sur la valorisation des sociétés. Et par exemple, sur les techs, c'est vrai que les techs américaines, elles marchent super bien, les Google, Nvidia, Amazon, etc. Et ça monte. Mais il y a un camp qui disent qu'elles sont survalorisées, qu'elles valent beaucoup trop cher par rapport à ce qu'elles font. Il y en a d'autres qui disent que c'est normal parce qu'elles font beaucoup de bénéfices et qu'elles grossissent toujours plus. Comment on trouve un peu ce juste milieu entre est-ce qu'une société, en fait, dans ces secteurs-là, est survalorisée ou pas ? En fait, il y a plusieurs manières de voir les choses. Soit vous regardez la société par rapport à sa valeur historique, vous vous dites, d'habitude, on paye, je ne sais pas, 10 fois le résultat net. Donc là, aujourd'hui, on est à 15 fois. Donc c'est vrai qu'on est un peu au-dessus. Donc on va essayer d'en avoir, mais de pas surpondérer en fait ce genre de titre ou ce genre de secteur. Ça, c'est la première manière de voir. La deuxième manière de voir, c'est de dire, quelles sont les perspectives de croissance de l'entreprise? Quel est le carnet de commandes? Et est-ce que, en fait, finalement, la valeur qui m'est donnée aujourd'hui, si je la rapporte à, dans 2, 3, 4 ans, le chiffre d'affaires ou le résultat net qui sera réalisé par l'entreprise, est-ce que ça vaut si cher que ça? Et donc, moi, je suis plutôt dans la deuxième catégorie. C'est-à-dire que quand je vois les carnets de commandes, par exemple, d'une société comme Nvidia, donc Nvidia, pour ceux qui nous suivent, c'est des gens qui viennent du gaming, donc des jeux vidéo historiquement, qui ont développé en fait des puces, les puces les plus avancées au monde pour développer des projets autour de l'intelligence artificielle. Du coup, ils sont devenus évidemment leaders mondiaux en la matière et tous les projets d'IA demandent à Nvidia en fait d'acheter leurs petites puces. Et là, donc ça vaut très cher en bourse, ça a beaucoup monté. Nous, on en a depuis plusieurs années en portefeuille, donc on connaît bien la boîte. Et là, en fait, les gens disent, est-ce que c'est pas trop cher? Mais quand tu vois le carnet de commandes de la boîte, ils ont des carnets de commandes sur plusieurs années, ils sont full, il faut qu'ils augmentent leur capacité de production. Tu te dis finalement, oui, ça coûte cher, mais en même temps, ils vont délivrer très significativement. Et en plus, ça veut dire aussi que vous avez un certain nombre de... Beaucoup de projets dans le monde qui se développent autour de l'IA, puisqu'ils commandent des puces. Donc, plus il va y avoir de projets, plus il va y avoir encore des nouveaux projets. Et donc, ça s'auto-nourrit. Donc, moi, je suis plutôt d'avis de dire, oui, c'est cher, mais en même temps, c'est cher pour une raison en particulier. C'est que ça marche bien. Ouais, donc les personnes qui disent, par exemple, tu parlais de payer un nombre de fois les bénéfices, donc le PER, en général, on regarde pas mal le Price Earning Ratio, en fonction des bénéfices et du cours de l'action. Les personnes qui disent il faut qu'il y ait un PER en dessous de temps, c'est pas toujours le cas, c'est vraiment du cas par cas en fonction de la société plutôt. Exactement, en fonction de la société, en fonction de son secteur et en fonction des liquidités. C'est ça qu'il faut avoir en tête. La baisse des taux d'intérêt, ça va augmenter les liquidités sur le marché. Ouais. Il va y avoir plus de masse monétaire. Bon, ça, c'est un peu un truc technique, voilà, mais c'est quand même important de comprendre qu'il va y avoir plus d'argent en circulation. Et quand vous avez plus d'argent en circulation, tous les actifs vont valoir plus cher parce qu'il y a plus d'argent qu'il va falloir placer quelque part.
Vous comprenez? Donc, ce sera bon pour la tech, a priori. Donc, franchement, je ne suis pas négative. Après, il peut y avoir des chocs. La bourse, c'est que ça. Exagération, correction, exagération, correction. Mais la pente est toujours haussière et c'est pour ça qu'il faut investir en bourse. Super intéressant. Et on s'est vite embarqué dans ce sujet de la bourse. Mais juste pour revenir un peu à la base, quand même, pour qu'on comprenne l'avant de tout ça. Parce que là, si on s'imagine, donc tu as 30 ans quand tu lances le fonds d'investissement, c'est ça? C'est ça. Tu as 30 ans, donc tu es, comme tu dis, une femme dans un milieu 90% que d'hommes, dans un milieu de la finance où il y a les barrières à l'entrée. Je pense qu'avec la santé, c'est les secteurs où il y a le plus de barrières à l'entrée. C'est ça. Comment ça se passe, le lancement d'un fonds d'investissement? Comment on lance un fonds d'investissement? Sacrée aventure. Alors, déjà, il faut de l'argent. Donc, c'est ce que j'avais fait. J'avais collecté de l'argent en fonds propres. Je ne veux pas dire de l'argent à gérer. Parce donc, que la première étape... tous les business angels par la première étape, lever de l'argent pour la boîte, pour avoir les moyens de recruter une équipe, de développer l'agrément AMF, parce que c'est quand même long et un peu coûteux, d'avoir les bons prestataires et de tout mettre en place. OK, donc vous avez l'argent. Après, il faut l'agrément AMF, je l'obtiens. Et ensuite, il faut lancer les fonds. Donc, il faut évidemment créer un prospectus donc pour expliquer le cahier des charges de vos fonds. Le premier fonds étant le fonds santé. Et surtout, là, le plus important, c'est de collecter de l'argent. Parce qu'il faut comprendre que nous, notre business model, c'est de prendre un petit pourcentage de l'argent qu'on gère. Donc, ce n'est pas 3 millions qu'il faut gérer, ce n'est pas 10 millions, ce n'est pas 50 millions. Il faut des centaines de millions d'euros pour faire un chiffre d'affaires suffisamment correct pour être rentable et pour avoir un peu de marge à la fin de l'histoire. Donc, c'est une course à la collecte. Il faut collecter beaucoup d'argent. Donc, comment moi j'ai fait? En fait, je suis allée voir un certain type de clients qu'on appelle les clients institutionnels, donc les caisses de retraite et les mutuelles françaises, qui, elles, collectent énormément d'argent, puisqu'elles ont des adhérents qui, tous les ans, cotisent, et elles sont obligées de faire fructifier cet argent. Alors, quand j'ai voulu attaquer ce marché-là, tout le monde m'a dit c'est impossible. Alors là, les instituts français, on ne peut pas faire plus compliqué. C'est que des messieurs d'un certain âge, c'est une caste, ils fonctionnent tous entre eux. Les grosses sociétés de gestion ont complètement trusté le marché, donc tu n'y arriveras jamais. Et surtout, quand tu démarres petit, eux, ils ont des règles de risque, en fait, qui font qu'ils ne peuvent mettre qu'un tout petit pourcentage de la taille que tu gères. Ah, OK. Ils doivent diversifier. Voilà, ils sont obligés de diversifier. Ouais. Ils ne peuvent pas prendre plus que 5% de la taille de ton fonds. Donc, quand ton fonds fait 2 millions, si tu veux, tu n'es pas sorti de l'auberge. Donc, il a fallu que je trouve une solution. Et donc, ce que j'ai fait, moi, j'ai appelé ça stratégie tempête du désert. C'est-à-dire, je suis devenue vraiment la commerciale de la boîte, vraiment à fond. Et j'ai photocopié un livre où il y avait toutes les coordonnées des présidents des caisses de retraite et des mutuelles. Et en fait, j'ai tout fait pour les rencontrer. Mais alors, quand je te dis tout, c'est vraiment tout. Ça va de, par exemple, je savais qu'un tel avait ses habitudes dans tel restaurant. Et ben, j'allais déjeuner, la table à côté, plusieurs fois. Puis il finissait par me remarquer. Et donc, je lui donnais ma carte en disant, si vous voulez aider l'entrepreneuriat français dans la finance de marché et la soutenir, appelez-moi, voyons, nous prenons un café. Ou j'essayais de prendre des pages de pub dans des magazines où je faisais en sorte qu'il y ait l'interview d'un patron de caisse de retraite ou de mutuelle d'un côté, quand vous ouvrez la page, et de l'autre côté, une pub pour ma société de gestion, Trecento. Et donc, je mettais un petit post-it, je prenais un coursier, je faisais une belle enveloppe avec un petit papier en disant, écoutez, quelle coïncidence, il faut absolument qu'on prenne le temps de se rencontrer. Voilà, donc j'ai développé plein de petites techniques, si tu veux, pour essayer de les rencontrer parce que je savais quelque chose, ça c'était une certitude. Si j'allais voir les strates intermédiaires de décision, j'aurais jamais rien. Parce que les règles de risque sont telles dans mon industrie que personne ne fera confiance à quelqu'un qui n'a pas d'historique de performance ou très peu, qui a des fonds tout petits et qui n'a pas déjà des très gros clients institutionnels. Donc, il me fallait le coup de cœur du président. Et c'est comme ça que j'ai travaillé. Et petit à petit, en allant chercher des miettes, ça a fait un morceau de pain. Et on a grossi et on a signé des très gros comptes, comme AG2R La Mondiale, la SMA BTP, la Caisse des agents de la Sécurité sociale, qui sont vraiment des très grosses institutions qui sont très difficiles à percer. Donc la grande porte était vraiment fermée, t'es passé par la fenêtre, quoi. Ah ouais, puis la fenêtre, et encore. Par le haut du toit. Ça a été une longue aventure, hein. Franchement. J'ai fait des milliers de rendez-vous, des milliers de déjeuners. Vous imaginez, ça fait 14 ans. Donc, j'en ai fait des choses. Hein. Et après, c'est un effet cascade. Je suppose que quand il y a quelques institutionnels qui acceptent de travailler avec toi, du coup, et le font, les autres se disent, OK, il y a quand même pas mal de personnes, c'est que ça doit être solide. Donc, exactement, et puis tu fais des bonnes perfs. Parce qu'en fait, j'avais bien choisi mes thématiques aussi. Okay, ouais. C'est-à-dire que la santé, ça cartonnait. Franchement, on a fait des performances incroyables. La robotique et l'IA, ça marchait très bien. Alors, c'est plus...
il y a des très fortes hausses et puis il y a des très fortes baisses. C'est beaucoup plus violent que la santé. C'est ce qu'on appelle de la volatilité, en tout cas de manière plus significative. Mais il y avait des perfs. Moi, j'ai beaucoup développé l'image de marque de l'entreprise en intervenant dans différents médias financiers. J'avais une chronique sur BFM Business très régulièrement pour parler d'idées de sociétés cotées en bourse, notamment dans la santé et dans la robotique. Donc voilà, j'ai créé un espèce d'écosystème qui a permis de faire de l'assurance, de la réassurance autour de ma marque. Et je crois que ça a plutôt fonctionné correctement. Donc tu as joué aussi sur l'image, un peu sur le renouveau avec des fonds thématiques d'avenir comme la santé, la robotique, l'IA, etc. C'est exactement ça. Et en 2020... donc l'année du Covid, j'ai gagné un espèce de concours sur BFM Business de performance. En fait, ils avaient fait une émission où les gérants de fonds parisiens, enfin, il y en avait un certain nombre qui avaient été sélectionnés pour apporter des idées d'investissement, donc comme un portefeuille virtuel. Et toutes les semaines, il y avait une émission qui disait le palmarès. Donc, toi, tu es en haut, toi, tu es en bas et tout ça. Et à la fin de l'année, on a gagné. Donc, on a fait plus 39% l'année du Covid. Ah oui. Et là, tout d'un coup, on a eu un flux massif de demandes de clients particuliers qui voulaient qu'on les aide à gérer leur épargne. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte de la grande solitude des gens, en fait, dans la gestion de leur épargne, du fait qu'ils avaient des interlocuteurs avec qui ils n'arrivaient pas à créer des connexions, qui étaient souvent les banques, en fait, où ils n'avaient pas le sentiment que leur interlocuteur prenait vraiment en compte leurs attentes, leurs perspectives. Et je me suis dit, franchement, il faut aider tous ces gens-là. Donc, essayons de développer une solution. Donc, j'ai créé une seconde structure qui s'appelle Alice Labou Conseil et qui a vocation, en fait, à accompagner tous les particuliers dans la gestion de leur épargne à travers des produits qu'ils comprennent. Donc, évidemment, on fait des fonds thématiques parce que les thématiques, c'est facile à comprendre pour les gens. Et je crois quand même qu'on est beaucoup plus à l'aise dans ces investissements quand on a compris et que quand on investit dans un fonds où on ne comprend même pas le nom du fonds. Le nom bizarre, toujours, qui arrive assez régulièrement. Donc, on travaille sur les fonds thématiques, mais on va évidemment beaucoup plus loin. On peut trouver des solutions pour apporter de la rente pour les gens, pour ceux qui ont un peu peur. On essaye vraiment d'apporter du jus de cerveau, en tout cas de notre savoir-faire pour les particuliers. Et ça marche super bien aussi. Et donc, le business model, pour ceux qui ne comprennent pas, donc c'est très simple. Tu collectes l'argent d'institutionnels ou là, de particuliers, tu le gères et tu prends un pourcentage de frais sur la gestion. Ça, c'est le seul modèle de rémunération. Oui. Et comment on crée des fonds thématiques, par exemple, un fonds thématique santé. On crée un fonds thématique santé, les personnes investissent dedans. Et donc, vous, après, votre rôle, c'est aller chercher les meilleures entreprises dans le domaine de la santé. En fait, les gens achètent des parts des fonds. Donc, le fonds est divisé en parts et cette part a un prix tous les jours. Et ce prix, en fait, dépend des sociétés qu'on a à l'intérieur, donc de la variation du cours de bourse des sociétés qu'on a à l'intérieur. Donc après, moi, j'ai une équipe de gérants de fonds, d'analystes financiers qui étudient les sociétés dans les domaines dans lesquels on investit et qui s'assurent, en fait, que ce sont des dossiers intéressants. On suit les résultats des entreprises. On essaie de comprendre leur positionnement technologique par rapport ou concurrentiel par rapport au reste de l'écosystème. Enfin, c'est un vrai job, quoi. Je veux dire, c'est des études très, très poussées. On va rencontrer les sociétés. Il y a plein, évidemment, d'éléments d'analyse pour prendre nos décisions. Et par exemple, dans un fonds thématique type santé, il y a combien d'entreprises à peu près? Nous, on en a une cinquantaine en portefeuille. Donc, c'est des laboratoires pharmaceutiques, donc des fabricants de médicaments chimiques, des fabricants de médicaments génériques, des fabricants de matériel médical, on l'a évoqué ensemble, des sociétés, ça s'appelle des services à la santé, ça peut être des cliniques, des maisons de retraite, des assureurs santé privés. Aux États-Unis, il y en a des très gros où il y a pas mal d'argent à se faire. Et puis des biotechnologies. Alors, une biotechnologie, c'est ceux qui inventent des médicaments sur la base du vivant. Ils vont prendre du sang ou du plasma et ils vont le faire évoluer pour que ça devienne un médicament. C'est ça la différence avec un labo classique qui fait un assemblage chimique. Sur les biotech cotées en bourse, en fait, le choix que moi j'ai fait, c'est de n'investir que dans des sociétés rentables. Parce qu'il y a beaucoup de sociétés de biotechnologie qui ne sont pas rentables, surtout en Europe. Et donc, vous pouvez gagner beaucoup d'argent, mais vous pouvez en perdre beaucoup aussi. Donc, moi, c'était pas mon angle. Voilà, je voulais une forme de sécurité là-dessus. Ok. Et après, la stratégie, c'est, je suppose, vous avez vous essayez de ne pas dépasser plus un certain seuil de pourcentage pour chaque entreprise dans le portefeuille. Exactement. Dans la diversification. Exactement. Alors, il y a beaucoup de règles de risque. On est agréé par l'autorité des marchés financiers. Alors, nous, c'est même pire. Parce qu'en fait, on a le label de l'État français investisseur socialement responsable. ISR, ok. Donc, on a des contraintes supplémentaires très importantes. Donc, par exemple, dans nos fonds, on ne met jamais plus de 5% sur une valeur. Ok, c'est 5%. Si on n'était que AMF, on pourrait mettre jusqu'à 10%, enfin un peu moins de 10%. Mais comme on est ISR, pour tout un tas de raisons, on est à 5%.
Ce qui permet quand même une certaine diversification. Tout à fait. Et c'est pas plus mal parce qu'en fait, si on s'est trompé, ce qui peut arriver, et puis il peut y avoir des événements qu'on n'a pas anticipés sur telle ou telle entreprise, et ben au moins, on peut pas perdre trop d'argent pour les clients. Et sur les tailles d'entreprise que vous sélectionnez un portefeuille, ça peut être des small, mid, large cap, ça peut être... Non, moi je suis plutôt très branchée grande capitalisation boursière. J'achète des sociétés très très liquides, très grosses. On peut faire de l'argent en achetant ces sociétés-là. En fait, moi j'ai travaillé dans une société de gestion qui investissait que dans des petites. Donc avant ma société, j'ai travaillé. Et il y a eu un drame absolu, c'est que en fait, il y a eu un moment, le marché s'est contracté en 2008, enfin c'était 2007 en réalité. Le marché s'est contracté, il n'y avait plus d'acheteurs sur les petites sociétés cotées en bourse et ils se sont retrouvés coincés, quoi, avec du mal à rendre l'argent. Manque de liquidité. Manque de liquidité. Et donc, ayant vécu ça de l'intérieur, je me suis dit, quand je vais créer ma société de gestion, je veux une ultra liquidité. Donc, je préfère acheter des très grosses sociétés et franchement, ça n'empêche pas de faire de la perf. Ouais, sur les grosses sociétés. Notamment américaines. C'est vrai que j'avais reçu une personne justement sur ce podcast. Bon, lui, c'était en tant que particulier qui investissait pas mal dans les petites capitalisations. Et il disait qu'en tant que particulier, les petites capitalisations, les small caps, c'est un des seuls endroits où on peut avoir un avantage concurrentiel VS justement des institutionnels qui sont sur les large caps. Qui sont obligés d'être sûrs. Et de toute façon, quand tu t'adresses à des clients institutionnels, franchement, il faut que tu aies de la liquidité. Sinon, tu passes pas les due deals, quoi. Ils n'aiment pas, ça les stresse. Et donc, c'est quand même un secteur qui est très, très réglementé. Parce que je suppose qu'on passe pas du début de 1-2 millions à 250 millions de fonds sous gestion. La réglementation, qu'est-ce que ça représente en fait au quotidien ? En fait, la réglementation, en théorie, elle est là, et c'est plutôt louable, elle est là pour protéger les investisseurs. C'est-à-dire que l'idée, c'est de dire qu'il faut un maximum d'informations au moment où l'investisseur décide de prendre sa décision d'investissement. Et moi, je suis complètement d'accord avec ça. Il faut protéger les gens de cela. Mais il y a tellement de normes et tellement de règles qui ont été mises en place depuis que j'ai créé cette société. Donc, c'était déjà compliqué quand on a démarré. Mais là, il y a une inflation réglementaire qui est inouïe. C'est-à-dire qu'on passe un temps fou et on alloue des budgets colossaux en fait, pour respecter la réglementation. Avant, on était seulement soumis à l'autorité des marchés financiers, qui est le régulateur français. Maintenant, on a le régulateur européen qui s'appelle l'ESMA, qui nous pond encore des règles, et on doit faire des rapports et on doit faire des scénarios. Enfin, en fait, c'est devenu presque une industrie administrée. C'est-à-dire, il y a un côté quand même, pour moi qui suis entrepreneuse et qui adore la liberté liée à l'entrepreneuriat, que je trouve beaucoup moins agréable parce que on vous demande encore, mais même quand je recrute des collaborateurs, certains postes clés, je dois faire valider par l'autorité des marchés financiers. Ah oui, le recrutement. Le recrutement. Même le choix de mes prestataires, par exemple. Beaucoup de mes prestataires doivent avoir une forme d'accréditation AMF. Et ça, c'est spécifique à l'Europe ou aux États-Unis, c'est un peu pareil? Cette réglementation vraiment... J'ai l'impression... Alors, je connais moins bien le marché américain, mais j'ai l'impression que c'est plus soft. Ok, que par rapport aux Européens, c'est vrai. De toute façon, on sait très bien que chez nous, on a un sujet. C'est-à-dire que quel que soit le domaine d'activité, on a une augmentation de la réglementation et des normes qui devient vraiment... Enfin, c'est dur, quoi, pour les patrons. C'est vrai qu'on dit souvent, aux États-Unis, on innove, en Europe, on régule. Voilà, exactement. On est en plein dedans. Donc, c'est un peu dommage. Si on rentre un peu dans les stratégies d'investissement, justement, que ce soit sur les marchés financiers, comment on anticipe un prochain cycle? C'est-à-dire, comment on sélectionne une thématique? Par exemple, tu avais parlé de la thématique de la santé, de l'IA. Sur quels éléments on se base pour dire, là, sur ce cycle-là, sur ces 10 prochaines années, cette thématique, c'est une thématique qui peut marcher, surtout dans un monde où tout évolue de façon tellement rapide de tous les côtés? C'est très difficile. Honnêtement, c'est pas évident d'anticiper. Nous, on a eu pas mal de chance sur la robotique et l'IA parce qu'on l'a vu arriver dans la santé. C'était un bon indicateur avancé, donc on a pu se lancer dessus. Après, je pense que c'est du bon sens. C'est-à-dire que c'est pas si technique que ça, dans le sens où, évidemment, qu'on ne peut pas connaître à l'avance la prochaine vague d'innovation ou vraiment ce qui va cartonner, mais c'est du bon sens. Par exemple, on l'évoquait aussi en off ensemble, les sujets de la technologie dans l'agriculture, ce qu'on appelle l'agritech, c'est absolument prometteur et extraordinaire, puisqu'en fait, on est dans un monde où on sait qu'on a une raréfaction de l'eau, qu'il faut arrêter de polluer les sols, mais qu'on a quand même besoin de nourrir en fait une population de plus en plus élevée. Et la seule solution, c'est les technologies appliquées à l'agriculture. Ça, pour moi, c'est une thématique géniale. Si je devais lancer un nouveau fonds thématique, aujourd'hui, ce serait
sur cette thématique-là. Et d'ailleurs, il y a des acteurs super. Alors, c'est beaucoup d'acteurs dans le non-coté aujourd'hui, mais il y a des grands acteurs comme John Deere, par exemple, qui est une société cotée aux États-Unis. C'est des gens qui fabriquaient avant des charrues et ensuite des tracteurs. Mais maintenant, c'est des tracteurs connectés, intelligents, avec des outils, en fait, des drones qui permettent aussi de scanner, en fait, la zone d'exploitation et de voir s'il y a besoin d'un peu d'eau, de tels produits phytosanitaires ou pas. Donc, ça évite la surexploitation des sols, la fatigue des sols, et ça apporte à l'agriculteur des solutions hyper pointues pour être le plus performant possible et surtout avoir le moins d'impact sur son écosystème. Donc, c'est un exemple de ce qui est génial. Moi, j'y crois beaucoup. Ça, c'est le premier secteur. Le deuxième secteur, c'est ce qu'on appelle la génomics. Alors là, c'est un petit peu compliqué, mais en réalité, pas tant que ça. C'est en fait le big data et l'intelligence artificielle dédiée à la recherche, en particulier sur le génome humain. Ça, c'est génial. C'est-à-dire que l'étude du génome, donc de notre ADN, en fait, ça a incroyablement changé ces 30 ou 40 dernières années. Le premier génome humain, le premier séquençage de génome humain, ça avait été fait par les Américains dans les années 80. Ça avait coûté 2 milliards pour séquencer le génome d'un être humain. Et on n'avait que des petits bouts de séquence, on n'avait pas l'intégralité. Et il avait fallu plusieurs mois pour réussir à le faire. Grâce au développement du big data, le big data étant le traitement et l'ordonnation des données, aujourd'hui, vous pouvez en 1 heure, pour $500, faire le génome d'un être humain. Vous voyez la différence ? C'est légal en France ? On a le droit de faire le génome parce qu'il n'y a pas des sujets par rapport à ça. Alors, il y a des sujets de bioéthique en France, mais on fait quand même de la recherche appliquée à cela. Alors, sur le marché américain, sur le marché chinois, évidemment, c'est très différent. Tout est autorisé et on peut faire pas mal de choses. Mais ce qui est très intéressant, c'est surtout qu'en fait, ça ouvre un nouveau boulevard de recherche importante pour la santé. Parce qu'on sait qu'il y a des marqueurs génétiques, par exemple, qui font que telle ou telle maladie, vous avez plus de chances de la développer. Ou vous allez réagir plus ou moins bien selon vos gènes à tel ou tel traitement. Donc, en fait, ça a un impact et préventif, c'est-à-dire que ça permet de développer des solutions préventives parce que vous avez une cartographie donc, de l'ADN des êtres humains. Donc, c'est plein de nouvelles boîtes qui vont créer plein de nouvelles solutions préventives. Donc, tout ça, c'est du business à venir. Et vous avez tout ce qui est curatif, qui est de dire on ne fait plus un traitement pour tous, on fait des traitements personnalisés selon le génome et les marqueurs génétiques des gens. Et c'est pareil, il y a plein de nouvelles boîtes qui vont créer plein de nouveaux applicatifs. Donc, pour moi, en fait, c'est vraiment 2 secteurs qui sont super intéressants, l'agritech et Génomics. La génomics, excusez-moi. C'est vrai que le nom est pas vrai. J'étais en train de repartir sur l'agritech. Oui, la génomics. C'est vrai qu'il y a un peu un dénominateur commun. Au final, dans tout ça, c'est la technologie. Au final, on utilise les nouvelles technologies pour les secteurs traditionnels du type la santé, l'agriculture, le légal, etc. Exactement. Vous avez raison. Enfin, tu as raison. C'est exactement ça. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai qu'il y a un gros truc sur la santé. Et notamment que ce soit sur le curatif et aussi sur le biohacking, parce qu'il y a en amont, on voit plein de marques qui développent la petite référence, les eaux vitaminées ou toutes les choses comme ça. Par exemple, dans l'émission qui va en associer, on voit de plus en plus aussi de marques qui passent avec des produits plutôt préventifs. Le collagène, etc., et tout ça, on a vu Humble Plus. Et que ça marche énormément. Oui, ça cartonne, bien sûr. Et depuis quand tu as commencé personnellement à investir dans des entreprises privées? Depuis quand tu es passé du fonds de gestion à toi, tu investis dans des entreprises privées? Alors, ça, c'est plutôt à titre personnel. Je ne le fais pas avec l'argent de mes clients, ni avec c'est pas à travers mes fonds d'investissement. Tu l'as jamais fait avec les fonds d'investissement du private equity, etc. Non, je l'ai jamais fait. Alors, ça fait partie des projets, évidemment, pourquoi pas un jour de développer des solutions intelligentes. Mais à ce stade, en fait, moi, ça fait 3 ans à peu près que j'ai commencé à prendre des tickets dans des sociétés qui m'intéressaient. Et donc, je le fais de plus en plus. Alors, c'est sûr qu'avec l'émission qui va être mon associé, je suis devenue plus visible en tant qu'investisseuse. Donc, j'ai énormément de dossiers, beaucoup de demandes, avec des choses des projets assez prometteurs. Donc, c'est sympathique. Bon, il faut traiter le flux parce que je te cache pas que j'ai un flux qui est extrêmement élevé. J'ai un nombre de decks qui est arrivé sur mon LinkedIn. Depuis l'émission. Depuis l'émission, c'est incroyable. Impressionnant. C'est fou. Donc, je suis navrée pour ceux à qui j'ai pas encore répondu parce qu'en fait, ça nécessite beaucoup de traitement parce que c'est beaucoup d'analyse. Et surtout, en fait, moi, j'ai pas une équipe dédiée à ça puisque moi, mon équipe, elle est dédiée à l'investissement en bourse. Donc, elle n'est pas dédiée ou à l'accompagnement des particuliers, donc l'ingénierie patrimoniale, ce genre de choses. Mais des gens qui étudient des dossiers non cotés, en fait, j'ai pas vraiment de monde avec moi. Donc, j'essaie de le traiter petit à petit. Je vais sûrement recruter quelqu'un pour m'aider quand même à faire le tri et sélectionner des bons investissements parce que je vais continuer à investir. C'est un peu mon idée. Je veux vraiment
aider des entreprises que je pense pertinentes et qui vont réussir. Et quand tu rentres dans une entreprise, l'idée, c'est apporter aussi ton réseau, tes compétences, etc. Exactement. C'est pas du tout apporter que de l'argent, c'est apporter du jus de cerveau. Ouais. Parce que j'ai la chance d'avoir investi dans des milliers d'entreprises. Alors oui, elles sont cotées en bourse, mais du coup, j'ai quand même étudié des milliers de stratégies. J'ai vu ce qui marchait, ce qui marchait pas, et surtout, j'ai une vision très internationale, puisque j'ai surtout investi aux États-Unis et en Asie. Donc, je peux même importer des techniques et des savoir-faire qui fonctionnent outre-Atlantique, les importer ici. Donc, je pense que moi, ce que j'apporte vraiment, c'est du conseil dans la strate, le côté un peu sparring partner dont on a besoin quand on est chef d'entreprise, et puis un réseau qui est quand même très important. C'est-à-dire que moi-même, je vois bien entre il y a 10 ans et maintenant, l'accroissement de mon réseau, c'est un truc de dingue, quoi. Je veux dire, c'est exponentiel, voilà, toujours. Exactement. Et c'est vrai que ça apporte beaucoup quand même, parce que quand vous avez les bonnes entrées, ça va 3 fois plus vite, quoi. Parce qu'avant Kivène Mon Associé, tu avais déjà commencé à investir toi-même dans des entreprises exactement, privées. Exactement. Et puis j'appartiens à des très grands clubs d'entrepreneurs mondiaux, internationaux, qui me permettent vraiment d'avoir accès, si j'ai besoin en Inde de tel type de distributeur, je trouverai quelqu'un qui me recommandera auprès de cette personne-là. Donc ça, c'est génial. Et tu as investi dans à peu près combien de sociétés, toi, personnellement, aujourd'hui ? Moi, une dizaine. Une dizaine, ok. Ouais. Ce qui est déjà pas mal. Et l'objectif, c'est vraiment faire croître cette activité. Exactement. C'est de faire croître cette activité, mais il faut que je me staffe un peu. Et puis, j'ai des sujets de bande passante aussi. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de choses. Donc, oui, bien sûr. Il faut faire des choix entre tous les... Sauf à me créer une jumelle qui prenne en charge cette activité. Je ne peux pas tout faire. Donc, j'essaye de sélectionner au mieux et surtout d'aller vers ce qui me plaît. Parce que là, c'est un peu aussi le côté coup de cœur. Il faut que j'ai plaisir en fait à être avec ces entrepreneurs et à passer du temps pour les aider. Et c'est évidemment pour faire de l'argent, mais pas que. C'est quand même une force, ce deal flow qui vient à toi au final, parce qu'il y en a plein, ils engagent des personnes pour aller chercher des deals toute la journée. Là, ils peuvent venir me voir, j'ai de quoi créer une bonne base de données. Entre tous les c'est la folie. Et si du coup on parle de l'émission Kivène Mon Associé, comment ça a commencé ? Ils t'ont contacté, c'était quoi, l'année dernière, c'est ça du coup ? Oui, c'est ça. En fait, c'était au printemps de l'année dernière. J'ai été contactée donc, par la production. On m'a dit ton profil nous intéresse. Alors, je pense que moi, j'étais quand même assez visible, mais dans mon écosystème, c'est-à-dire dans l'écosystème financier, beaucoup de gens me connaissent à Paris parce que je suis assez médiatisée, on va dire, et connue comme étant la seule femme jeune à avoir créé une société de gestion. Donc, forcément, on vous remarque. Et ils m'ont dit, ça nous intéresse, on cherche une nouvelle personnalité, quelqu'un qui est très entrepreneur, mais en même temps qui a des bonnes connaissances dans le monde de l'investissement. C'est sûr que moi, j'étais un peu le combo gagnant. Je suis une femme, entrepreneuse dans un domaine, quasiment personne n'a fait ça comme moi. Je connais bien l'investissement, j'ai investi dans des milliers d'entreprises et je suis très aguerrie à l'exercice audiovisuel. Puisque j'interviens, ça fait 25 ans que je fais des directs sur différentes télés. Donc, je pense que j'étais un peu le combo gagnant. Et puis après, vous rencontrez une personne, puis une deuxième personne. Voilà. Puis au bout d'un moment, vous êtes validé. Après, vous rencontrez M6, parce qu'en fait, c'est M6 qui est vraiment le donneur d'ordre. Donc, c'est eux qui décident à la fin. Donc, la direction des programmes d'M6, et ils ont validé. Et c'est comme ça que j'ai démarré les tournages en septembre, mi-septembre, jusqu'à fin octobre. En fait, on a tourné les émissions. Et c'était génial, j'ai adoré. En fait, le plus dur, c'est de s'arrêter. Entre toi, j'imagine. C'est super. Et surtout, j'ai découvert des gens top, quoi. Les membres du jury, en fait, sont vraiment... moi, j'ai beaucoup apprécié, chacun avec une personnalité différente, à la fois affirmée, mais beaucoup dans la collaboration. Donc, même si on a tous des personnalités très fortes, parce qu'on est tous un peu des rois dans nos domaines, quoi. Et en fait, on arrive vraiment à créer ce qu'on appelle des lignes, c'est-à-dire vraiment un mode de fonctionnement où on s'écoute parler, où on collabore. Donc ça, c'est super sympa. Ça, c'est le bon côté. Et le deuxième bon côté, c'est aussi, ça m'a permis de voir plein d'entrepreneurs. Et c'est rafraîchissant pour moi aussi parce que je passe mon temps plutôt sur des sociétés énormes cotées en bourse, aux États-Unis ou en Asie. Et donc là, de voir des Français qui ont des idées, c'est génial, quoi. Ça m'a donné un coup de frais top. Et dès le début, quand ils t'ont contacté pour te proposer ça, tu t'es dit j'y vais, ça m'intéresse. T'as pas hésité en te disant. Honnêtement, je sais pas qui refuse, mais en tout cas, moi, j'allais pas refuser ça. Pour moi, s'il y a une émission en France qui est géniale autour de l'économie et de l'entrepreneuriat, c'est bien celle-là, quoi. Donc pour moi, elle devrait être faite toute l'année.
C'est vrai que ça s'est sacrément développé. Il disait que d'ailleurs, je crois que c'est ce qu'il disait d'ailleurs à la soirée d'avant-première, que chez les 25-39 ans, c'était l'émission la plus regardée en France. Exactement, c'est l'émission la plus regardée en France. C'est fou. Ouais, mais en tout cas, ça dit quelque chose de très intéressant sur les Français, les 25-39 ans. C'est justement leur intérêt pour les projets, pour l'innovation, pour l'entrepreneuriat, essayer d'avoir des codes, des clés pour réussir. Donc, je trouve que c'est génial. Franchement, la télé, ça doit aussi servir à ça. Et une fois qu'on est dans l'émission, ça se passe un peu comment, du coup, les backstage donc, est-ce que pour chaque projet, donc, comme tu me le disais, au final, vous n'avez pas vraiment 5 minutes pour décider, il y a plus de temps, c'est intense, vous voyez beaucoup de projets d'affilée En fait, chaque jour de tournage, on voit 6 projets, donc 3 le matin, 3 l'après-midi. En général, c'est à peu près 1h30 par projet. Donc, une fois que vous voyez à la télé, quand il y a le montage, ça peut être entre 10 et 15 minutes, mais en réalité, nous, on passe une bonne heure et demie avec les entrepreneurs. On découvre à chaque fois, c'est-à-dire qu'on n'a aucune idée à l'avance de ce qui va se passer. En fait, quand on arrive sur le plateau, il y a le décor et on se dit, tiens, il y a une brebis, tiens, je sais pas, il y a un écran avec quelque chose. Donc, on découvre vraiment et on essaye de prendre des décisions pertinentes. Voilà, mais c'est assez rapide et il faut être bien avec les yeux bien ouverts et assez efficace. Et vous savez au moins combien de personnes vous allez rencontrer parce que j'imagine aussi... c'est votre argent que vous investissez en termes de budget. Est-ce qu'avant toi, par exemple, tu définis un budget, tu te dis je vais investir tant, pas plus ou est-ce que c'est en fonction du feeling aussi En tout, moi, je m'étais préparé une enveloppe. Je m'étais dit pas plus de 2 millions d'euros. Ok, d'accord. Voilà. Sauf coup de cœur hallucinant. Absolu. Voilà. Mais au final, j'ai investi qu'un 1 million d'euros. Okay. Parce que y a aussi l'effet où en fait quand tu démarres tu dis j'ai plein de journées de tournage donc il faut quand même que je cadence, tu vois, même si tu as des coups de cœur au démarrage, ça, en fait tu te dis c'est le premier jour ou le deuxième jour, donc si je mets tout après je vais peut-être avoir d'autres dossiers qui sont beaucoup mieux et regrettés et tout. Donc il y a aussi, c'est pareil, il y a un effet d'expérience. Je pense que l'année prochaine, si je continue, je ferai peut-être un peu différemment sur les investissements. Et comment tu sélectionnes un projet? C'est quoi tes critères dans ta tête quand les personnes pitchent devant toi? Moi, ce que je veux, c'est que le business puisse être mondial. Ok. Voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est que, pas national. En tout cas, se déployer au niveau national, bien sûr, d'abord, mais en tout cas, quelque chose qui peut être scalé et développé dans plein de pays, ça, j'aime bien. Ensuite, des entrepreneurs. Ouais. Super, quoi. Enfin, j'ai envie de bosser. Il faut que ce soit des gens avec qui j'ai envie de bosser, qui me plaisent, qui portent vraiment le projet, qui répondent bien aux questions, qui ne sont pas à l'ouest et tout. Ça, c'est important pour moi. Et puis surtout, de me dire, j'ai un réseau qui peut leur apporter quelque chose. Un réseau notamment de distrib. Tu vois, tel produit, je sais que je connais un tel qui peut le mettre dans tous les magasins X et donc tout de suite augmenter le chiffre d'affaires. Donc, c'est comme ça que je prends mes décisions. Et quand tu investis dans une entreprise, tu mets un ticket dedans. Après, ça se passe comment après? Donc, du coup, après, vous revoyez tous les dossiers, vous rencontrez directement l'entrepreneur Tu veux dire après l'émission? Oui, après l'émission. Après l'émission, on fait une due diligence. Donc, due diligence juridique, comptable notamment, pour s'assurer que tout ce qui a été dit en plateau est vrai. Ouais. On regarde les pactes d'actionnaires. Il y a des projets de pactes d'actionnaires, puisque c'est important. C'est comme un contrat de mariage, donc il faut que ce soit exactement comme on le souhaite. Il y a des mauvaises surprises des fois Il y a des mauvaises surprises. Ah, ok, il y en a eu, ok. Il y a des mauvaises surprises. Parfois, c'est décevant par rapport à ce qui a été vendu, ou il y a des choses qui n'ont pas été dites. Ça, c'est toujours un peu plus compliqué. La prod, ils ne vérifient pas en amont tout ça les aspects légaux, ce qu'ils disent Écoute, en réalité, je ne sais pas trop. Ouais. Mais faudrait leur demander, je sais pas. Parce qu'il y avait une personne qui était venue, moi dans j'ai pas vu tous les épisodes encore, mais qui avait pitché son projet et qu'il y avait des aspects, je crois, qui étaient en redressement, quelque chose comme ça. Oui, et il l'avait dit qu'il était en redressement. Et je me suis dit, la prod, ils ont pas vérifié ça avant. Ah oui. Ça, je sais pas. Ou peut-être c'était pour le show aussi. Oui, peut-être aussi. Mais bon, après, c'est pas vraiment leur boulot à la prod de faire on va dire, le job d'investigation. En fait, c'est nous qui faisons l'investigation, c'est nous les investisseurs. Eux, ils sont là pour présenter des dossiers qui ont du sens, avec des porteurs de projets qui sont intéressants et qui ont une vraie histoire. Donc, c'est pas leur job, c'est le nôtre. Ouais, bien sûr. C'est pour ça qu'on le fait. Et donc, après, tu négocies le pacte, tu entres au capital de la boîte et c'est parti, quoi. Tu les aides, réseau de distrib, mentoring régulier. Donc, et là, j'en ai des super, moi, donc je suis contente. Ouais, cette année, est-ce qu'il y en a aussi que tu regrettes de ne pas avoir investi dedans Oui, il y a Fertilène, je regrette. Mais c'est pas grave, je vais leur passer un petit coup de téléphone, je vais aider. De les aider. En re-regardant Fertilène, je me suis dit, mince, j'aurais dû
j'aurais dû y aller, surtout que j'ai du réseau dans la distrib qui peut vraiment... bon, mais je vais quand même essayer de le faire, sans forcément entrer au capital, mais juste pour les aider. Fertilène, je regrette. Après, j'ai essayé d'aller sur Naali, mais les petites gommes là au safran. Ah oui. Mais ils n'ont pas voulu de moi. Donc, bon, tant pis. J'ai loupé. Voilà. Mais j'ai pas de regret majeur, à part Fertilène. Sur toutes les émissions. Hein. Et c'est quelque chose que tu aimerais refaire du coup les années d'après ou... Ah oui, j'aimerais beaucoup. Oui, si je peux continuer sur l'émission, j'aime beaucoup. J'adore vivre ces moments-là. Je trouve que c'est génial. Et j'ai envie de continuer et de consacrer du temps et de l'argent à ce genre de projet. Donc, ça me plaît bien. Il y a une concurrence entre les autres personnes du jury quand il y a un bon projet. Est-ce que... Oui. Toujours, oui, forcément, tout le monde cherche le meilleur dossier puisqu'on investit de l'argent. Donc oui, il y a une forme de concurrence. Mais j'ai trouvé quand même qu'il y a une bienveillance. Ok, ça reste... C'est pas la guerre, c'est pas la guerre des tranchées non plus. Parce qu'on pourrait se dire, il y a de l'argent derrière. Peut-être que... Il y a de l'argent derrière, mais après, il y a un niveau de maturité des investisseurs quand même qui est significatif. C'est-à-dire, en particulier, les investisseurs historiques, ils ont déjà fait le programme et tout ça. Donc, en fait, ils sont dans une dynamique assez collaborative, même si quand ils voient un bon dossier, ils le veulent. Mais ça va, c'est pas la guerre. Donc là, il y a ton fonds aujourd'hui qui gère 250 millions. Tu as développé la partie gestion de patrimoine. Oui. Maintenant, de plus en plus, il y a plein de nouveaux horizons qui s'ouvrent avec tout ça, le deal flow qui vient à toi. Oui. C'est quoi tes objectifs pour les 5-10 prochaines années là, sur... Ah, ça, c'est une très bonne question. Alors, mon premier objectif, c'est que j'aimerais vraiment... si ma notoriété, visibilité peut aider les Français à prendre en main leur épargne et à pas tout laisser sur un livret A en espérant gagner de l'argent, franchement, si déjà je peux servir à ça, je serais vraiment contente et j'ai vraiment envie d'appuyer fort là-dessus parce que je pense qu'il y a un boulevard. C'est-à-dire que les gens se sentent seuls au monde dans la gestion de leur épargne. Ils ont travaillé énormément pour gagner de l'argent. Ils ont payé plein d'impôts et en fait, finalement, par manque de connaissances et par manque de confiance, ils le laissent sur un compte bancaire sans se dire le monde grandit, le monde croît et je peux faire fructifier mon épargne véritablement sans prendre non plus des risques démesurés. Donc ça, là-dessus, j'ai vraiment envie d'appuyer et j'aimerais bien devenir une référence en France très significative. En fait, j'ai des ambitions assez élevées autour de ça pour aider les Français, pas que à Paris, mais aussi beaucoup en région, les aider à prendre en main leur épargne. Et je pense que ça a du sens. Si les gens gagnent plus d'argent avec leur épargne, ils dépenseront plus. S'ils dépensent plus, c'est très bon pour l'économie française, pour la croissance, pour l'emploi. Et donc, tout ça, c'est vertueux. Donc, vraiment une volonté d'éducation financière aussi, de partager ça. Éducation et surtout de l'aide à la prise en main. Et c'est vrai qu'en France, il y a un gros besoin sur ça. De toute façon, on le voit. Oui, tu connais ça, toi. Déjà, c'est je pense, un des systèmes où le sujet de l'éducation financière, l'argent, est le moins abordé, de par notre système à répartition, VS les systèmes à capitalisation comme aux États-Unis, en Angleterre, où ils sont obligés de confronter très tôt à gérer leur argent. Nous, on n'en parle pas du tout. En plus, l'argent, c'est tabou. Donc, ça fait beaucoup de choses qui fait que l'éducation financière est quand même très, très, très réduite. Il y a beaucoup à faire. Toi, tu y contribues. Moi, je vais y contribuer aussi. Et en fait, de toute façon, l'école ne forme pas les gens à investir. Donc, il faut que des initiatives privées se substituent à ce besoin cruel d'éducation. Donc, toi, tu le vois sur les prochaines années, tu penses une hausse du système un peu... parallèle à capitalisation en France, VS le système de retraite classique pour préparer son avenir financier? Alors ça, c'est vraiment évident. De toute façon, le système de retraite actuel, il a été créé à un moment où on pouvait le faire. Mais là, on n'est plus du tout dans cette dynamique-là. Il y a beaucoup moins de gens qui travaillent, en fait, en tout cas, c'est de plus en plus difficile de faire porter la charge de la retraite, en fait, des inactifs par les actifs. Et donc, on est dans une situation où on n'a pas d'autre solution que d'avancer vers un système par capitalisation, un peu à l'américaine. Et franchement, le fait d'avoir développé le PER, c'est pas mal. C'est-à-dire qu'il y a quand même des avantages. Le plan d'épargne retraite, ça présente quand même l'avantage de pouvoir payer moins d'impôts sur le revenu et mettre de l'argent de côté et le faire fructifier pour sa retraite. Donc, il y a un boulevard là-dessus, je crois, pour les gens. Et d'ailleurs, tout le monde devrait en avoir un plan d'épargne retraite. En tout cas, tous les gens qui payent des impôts, à minima. Après, c'est vrai que est-ce que le gouvernement va suivre la même tendance de développer le système à capitalisation ou est-ce qu'ils vont suivre la tendance de plutôt la hausse à la fiscalité sur ces domaines? C'est une autre question aussi. Oui, j'espère qu'ils prendront la bonne option. La bonne décision. Voilà, exactement. Est-ce que tu aurais des conseils à partager à une personne là, qui nous écoute si on prend deux types de personnes, une personne qui veut se lancer dans l'investissement et une personne qui veut plutôt se lancer dans l'entrepreneuriat?
peut-être que les deux peuvent être aussi liés. Alors, dans l'entrepreneuriat, je dirais que la clé, c'est pas de pédaler plus fort, c'est de pédaler tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression que il faut que je me batte, faut que je me batte. Oui, il faut se battre, mais en même temps, c'est la régularité dans le combat, en fait, qui fait le succès. Vraiment, c'est l'endurance. On le dit parfois, mais je vous promets, je l'ai vraiment vécu, c'est l'endurance qui fait que ça fonctionne. À chaque fois que vous tombez, se relever, ne pas se laisser... ne pas se laisser attrister ou se dire mince, je vais pas y arriver et tout, garder une confiance en soi très importante. Donc ça, c'est dans l'entrepreneuriat. Et puis après, pour investir, pour devenir investisseur, en fait, c'est du bon sens. Souvent, les gens me disent oui, je voudrais créer un portefeuille boursier, mais je sais pas par où commencer, c'est dur, la bourse, c'est des chiffres et tout. En fait, les chiffres, c'est juste des métriques, mais derrière, c'est des entreprises. Donc ce qui compte, c'est vraiment de regarder autour de vous. Par exemple, on a toujours un smartphone dans la main et tout le monde a toujours un smartphone dans la main. Et ben, si vous pensez que ça va continuer, achetez une action Apple, achetez une action Samsung. Si le soir, quand vous rentrez chez vous, vous allez regarder la télé, regarder des séries régulièrement et vous pensez que ça va continuer comme phénomène, achetez une action Netflix. Vous voyez, donc en fait, pour moi, mon conseil, c'est juste du bon sens. Et puis, vous créez votre petit portefeuille avec 3-4 valeurs que vous connaissez bien, que vous suivez. Et puis, petit à petit, vous le faites grandir. Et donc aussi d'investir un peu par conviction dans ce qu'on utilise tous les jours. La conviction, c'est la base. C'est-à-dire, il n'y a rien de pire que d'acheter un produit ou d'acheter une action dans laquelle vous n'avez pas confiance, quoi. Ouais. Parce qu'après, vous regrettez, vous êtes mal et tout. Non, il ne faut pas faire ça. Il faut faire quelque chose dans lequel on croit. Ce que dit d'ailleurs toujours Warren Buffett, n'investissez que dans ce que vous comprenez. Exactement. En amont. Un grand merci à toi, en tout cas, c'était super intéressant. Est-ce que s'il y a des personnes qui veulent te suivre, te contacter, tu as des réseaux de préférence que je mette en description pour les personnes? Oui, volontiers. J'ai mon site internet qui s'appelle Alice Labou, qui est pas mal parce qu'il explique pas mal ce qu'on fait sur l'épargne. Et puis, il faut me suivre sur Instagram, il faut me suivre évidemment sur LinkedIn parce que j'apporte des tips et des petites choses et il y en aura de plus en plus pour ceux qui le souhaitent, qu'ils soient entrepreneurs ou investisseurs. Et t'envoyer des projets entrepreneuriaux parce que t'en as pas assez. Comme j'en ai très peu, vous pouvez continuer. En envoyer plein. Merci beaucoup en tout cas. Et un grand merci à tous ceux qui nous écoutent et nous regardent. Je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. Bye.